Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on avait terminé le premier chapitre dans lequel nous avons discuté les repères fondamentaux de l'analyse stratégique en mettant en relief les concepts, la démarche, les outils de l'analyse stratégique. Donc le chapitre 2 reviendra en profondeur sur les principaux outils, les principaux modèles que le manager peut utiliser pour élaborer donc la stratégie. Donc le premier modèle qu'on va discuter, c'est le modèle LCAG qui est initié au nom de 4 professeurs de la Harvard Business School, Learned, Christensen, Andrews et Goethe, qui ont proposé donc ce modèle. Donc 4 professeurs de la Harvard Business School ayant donc formulé une première proposition conceptualiser le fondement et le processus de l'analyse stratégique. Donc, c'est l'un des plus anciens modèles qu'on reconnu en matière du management stratégique et qui permet, bien entendu, de mettre en place les différentes étapes rationnelles de la décision stratégique. Donc, il est à l'origine du modèle SWOT que nous avons discuté. Rappelez-vous, l'analyse de l'environnement externe et interne, opportunités, menaces, forces et faiblesses. Donc, le modèle repose sur des étapes rationnelles de la décision stratégique, étant donné qu'il considère que l'entreprise, au sein de l'entreprise, il y a généralement un seul acteur qui est à la source de la décision. Donc là, nous sommes dans une orientation de l'acteur dirigeant, de l'acteur unique. Donc, ce modèle propose une démarche séquentielle en 5 étapes, qui s'oppose donc à une anticipation de l'action stratégique et qui n'est compatible qu'avec des environnements généralement stables et prévisibles. Donc, ces démarches ou ces étapes consistent dans un premier temps à analyser et diagnostiquer l'environnement interne, l'entreprise, afin de déterminer ses forces et ses faiblesses. Dans un second temps, vous allez analyser et diagnostiquer l'environnement externe, les forces et les opportunités, les menaces. Par la suite, vous allez envisager les différentes actions ou stratégies qui sont possibles. Et ensuite, vous allez identifier les valeurs issues de l'environnement, de la responsabilité de l'entreprise par rapport à son environnement, et les valeurs véhiculées par les dirigeants. Et en dernier lieu, vous allez effectuer des choix stratégiques pour mettre en œuvre, bien entendu, ces choix par la suite. Schématiquement, nous pouvons donc discuter de la Harvard Business School selon donc le schéma suivant. Dans un premier temps, comme je vous ai expliqué, le manager, l'acteur central, l'acteur unique, commence par analyser donc l'environnement de manière à identifier les opportunités, les menaces. Donc là, nous sommes dans l'environnement externe de l'entreprise. Dans un second temps, le manager va diagnostiquer l'entreprise elle-même, ce qu'on appelait l'environnement interne. L'objectif est d'identifier donc les forces et les faiblesses de manière à distinguer les ressources et les compétences distinctives, c'est-à-dire les compétences ou les ressources qui confèrent à l'entreprise un avantage concurrentiel, c'est-à-dire c'est un avantage qui va la distinguer par rapport à ses concurrents. Et à partir de là, on confronte ces deux analyses, donc le diagnostic stratégique externe et interne. Donc, on va faire un recensement et une évaluation des possibilités d'action. Donc, sur la base du diagnostic, on va voir quelles sont les options envisageables. Et pour chaque option, on va faire les avantages, les inconvénients. On va mesurer, estimer les différents risques que l'entreprise peut courir dans une telle ou telle optique stratégique.
éventuellement les opportunités, d'atténuer l'impact des menaces, etc. Dans un quatrième temps, donc quatrième étape, consiste d'une part à analyser les valeurs de l'environnement. Donc là, on fait référence à la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis son environnement, son contexte d'affaires, ses parties prenantes. Donc là, nous sommes dans une orientation RSE, responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, et d'une part, les valeurs véhiculées par les dirigeants, qui peuvent être illustrées par les objectifs. Par exemple, les objectifs stratégiques, les objectifs généraux, qui sont donc escomptés par les dirigeants en fonction de leur vision. Et en dernier lieu, donc, le manager ou l'acteur central sera amené à formuler donc la stratégie proprement dite, de manière à faire des choix définitifs. Et à partir de là, il va donc déployer l'ensemble des ressources, des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie formulée. Et donc là, effectivement, on passe à l'action, de manière à définir les activités à planifier, les objectifs par fonction, par domaine d'activité stratégique, les voies, les pistes qu'on va donc solliciter pour mettre en œuvre la stratégie ou les stratégies en question et différents moyens nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie en question. Donc le modèle offre un raisonnement logique en 5 phases. Comme je vous ai dit, la première phase consiste à évaluer l'environnement externe, le contexte d'affaires, de manière à identifier les menaces et les opportunités qui surgissent dans l'environnement, et identifier les différents facteurs clés de succès que l'entreprise dispose ou le secteur offre par rapport aux objectifs de l'entreprise. Dans une deuxième étape ou dans une deuxième phase, vous allez donc évaluer l'entreprise elle-même, donc son environnement interne, de manière à identifier les forces, les faiblesses par rapport à la concurrence et par rapport au temps. Une force ou une faiblesse n'aura de sens que lorsqu'elle sera donc comparée ou identifiée en tenant compte des concurrents présents sur le marché et dans un horizon de temps, parce que les choses évoluent avec le temps. Rappelez-vous, on vous a dit que l'environnement, il est en perpétuelle évolution, il est dans l'instabilité. Donc, par conséquent, les différents paramètres, les opportunités, les menaces, les forces, les faiblesses, ne sont pas éternels. Donc, ils sont évolutifs aussi par rapport au temps. Et identification, donc dans l'évaluation interne, vous allez principalement identifier les ressources et les compétences qui distinguent l'entreprise par rapport à sa concurrence. Troisième phase consiste à créer et évaluer toutes les possibilités d'action. Donc là, on va voir quelles sont les options stratégiques envisageables. Et par la suite, on va éclairer les valeurs de l'environnement et les valeurs des dirigeants, les valeurs managériales des dirigeants. Et cette confrontation permet de faire un choix des différentes stratégies possibles et par la suite, vous allez passer à leur mise en œuvre. Donc voilà, grosso modo, le processus ou le modèle d'analyse stratégique qui a été développé et conçu par les 4 professeurs de la Harvard Business School. Donc ce modèle met en relief une problématique majeure par rapport au management des organisations. C'est la question du pouvoir. Le pouvoir en termes de décision, de prise de décision au sein de l'entreprise. Donc on va voir tout au long de ces différents modèles d'analyse qu'on va discuter au fur et à mesure de notre deuxième chapitre, nous allons discuter la problématique de la configuration de pouvoir préconisée par chaque modèle. Le modèle LCAG est un modèle qui considère qu'au sein de l'entreprise, souvent, il y a un acteur principal. Il y a un acteur, je dirais, central. Et cet acteur, il est unique, qui accapare le pouvoir de la prise de décision. Et par conséquent, c'est cet acteur qui est à la source de l'élaboration de la stratégie. Central de l'entreprise suivent bien entendu les décisions stratégiques
élaboré par l'acteur en question. Concrètement, cet acteur peut être le dirigeant, seul ou entouré d'un conseiller. Donc, rappelez-vous les différentes configurations structurelles de l'entreprise, ce qu'on appelait les structures organisationnelles. Rappelez-vous, quand on vous a expliqué la structure fonctionnelle, on vous a dit tout souvent la direction générale est assistée par un état-major, qui est souvent un conseiller. Donc là, par exemple, on peut avoir un dirigeant seul au sein d'une entreprise et qui accapare le pouvoir décisionnel. Ou tout simplement, il peut être assisté par un conseiller. Deuxième possibilité, dans la réalité, le dirigeant peut être aussi propriétaire de l'entreprise, comme par exemple l'entrepreneur actionnaire majoritaire, que ce soit dans les grandes entreprises et même dans les PME. Dans les petites et moyennes entreprises, donc souvent nous avons un dirigeant propriétaire et même dans certaines grandes entreprises, vous avez par exemple l'entrepreneur majoritaire qui est à la source de l'affaire ou de la création de l'entreprise. Et par conséquent, cet acteur unique centralise a priori le pouvoir décisionnel, surtout en matière d'élaboration de la stratégie de son entreprise. L'acteur unique peut également être l'actionnaire de référence. Par exemple, si vous avez une grande entreprise où la structure d'actionnariat est diversifiée, on peut avoir un actionnaire de référence qui a une réputation, qui a un statut, qui a un savoir-faire, une compétence, une trajectoire, une histoire qui lui confère une légitimité, par exemple. Là, par exemple, la famille fondatrice. Parce que souvent, nous avons des entreprises qui sont créées par des familles. Nous avons des entreprises familiales. Un investisseur financier, par exemple. Vous avez un fonds d'investissement qui participe au capital social et qui a une expertise métier par rapport à un domaine d'activité stratégique. Et par conséquent, cet investisseur ou ce fonds d'investissement peut être considéré comme l'actionnaire de référence et que lui-même, donc, qui décide par rapport à l'avenir de l'entreprise. Ou tout simplement l'État. Quand on a des entreprises publiques, rappelez-vous, dont le capital social est majoritairement ou totalement détenu par l'État. Donc, par exemple, en matière des orientations stratégiques, on peut avoir comme acteur central l'État, qui va donc influencer les objectifs et les orientations stratégiques à formuler. Enfin, donc, un chef d'entreprise reconnu et respecté, par exemple, peut être acteur unique à la tête d'un grand groupe sans contrôle du capital. C'est-à-dire que parfois, en termes de légitimité managériale, en termes d'historique d'un chef d'entreprise qui est quand même reconnu, respecté par ses pairs et par son environnement, donc il peut être considéré comme un acteur unique. Bref, le modèle LCAG repose sur une concentration du pouvoir entre les mains d'un seul acteur pour pouvoir réussir son efficacité. Et à partir de là, on considère que l'entreprise sera bien entendu tributaire de la décision d'un acteur unique qui va élaborer sa stratégie en suivant, bien entendu, le modèle que je vous ai développé. Donc, l'analyse de l'environnement, diagnostic de l'entreprise, recensement, évaluation des possibilités d'action, éclaircissement des valeurs de l'environnement et les valeurs et la définition des activités et des ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Donc, ce processus-là prend en considération la présence d'un acteur unique, central, qui généralement décide. Donc, le modèle LCAG propose des avantages, mais il y a aussi des précautions. Donc, il y a deux avantages principaux. C'est que le modèle est appliqué à une situation simple. Donc, il peut être appliqué à une situation simple, notamment quand il y a une certaine, une légère stabilité de l'environnement. Et donc, ce modèle permet des formulations élaborées. Quand on est dans des situations complexes, en temps de crise par exemple, il permet une schématisation utile de la réalité. Donc, ce sont des directives, c'est un schéma, c'est un processus qui permet de décortiquer le processus d'élaboration des stratégies en tenant compte
de certaines étapes qui sont séquencées d'une manière logique et articulées autour d'un objectif commun, d'un objectif général qui traduit ou illustre la stratégie de l'entreprise. Les précautions à prendre, c'est que ce modèle ne prend pas en compte la complexité organisationnelle et les enjeux individuels, ni l'importance du processus de prise de décision et de ses différentes phases. Autrement dit, le modèle a réduit la réalité complexe au sein de l'entreprise à une décision qui est concentrée entre les mains des dirigeants. Ça peut être valable dans certains cas, dans les très petites entreprises, dans les PME, etc. Mais dans les grandes entreprises structurées où il y a des organes de gouvernance, le conseil d'administration, directoire, conseil de surveillance, avec la direction générale. Donc, il y a beaucoup d'instances décisionnelles. Et donc, ce modèle n'est pas véritablement valable dans des grandes entreprises structurées où la décision est prise d'une manière collégiale. Donc, il n'y a pas un individu, un acteur unique central. Donc, il y a une équipe dirigeante. Donc, nous sommes dans l'intelligence collective, dans la décision collective. On parle de la collégialité de la décision. Et il y a aussi des enjeux individuels puisque chaque acteur au sein de l'entreprise a des attentes, a des intérêts. Et par conséquent, on ne peut pas considérer que l'entreprise ou l'élaboration de la décision stratégique sera bien entendu concentrée autour d'un acteur unique. Ce n'est pas toujours vrai par rapport à la réalité, par rapport à la complexité managériale et organisationnelle d'une entreprise. C'est pour cela que ce modèle a été largement critiqué par les chercheurs et par les praticiens du domaine de la stratégie, et c'est pour cela que ce modèle n'est pas tellement répandu, n'est pas tellement appliqué. Donc, on vous le présente à titre pédagogique de manière à vous sensibiliser par rapport aux principaux modèles d'analyse stratégique et au fondement de la réflexion stratégique par rapport à la réalité de l'entreprise et par rapport à son environnement. Est-ce qu'il y a un problème de son, d'après ce que j'ai lu au niveau des commentaires? Ce que vous devez retenir, c'est que le modèle LCAG est un modèle qui a été développé par 4 professeurs de renommée en management stratégique. Et l'objectif, c'est de formuler un processus logique par rapport à l'élaboration de stratégies. Mais ce modèle est vraiment simpliste par rapport à la réalité, puisqu'il ne tient pas compte de la complexité organisationnelle et managériale de l'entreprise. Donc, deuxième modèle, c'est le modèle Pestel. Donc, l'analyse Pestel qui prend en considération le macro-environnement. Donc, rappelez-vous, on vous a dit que l'entreprise est un système ouvert en interaction avec un environnement. Celui-ci peut lui imposer des contraintes ou des opportunités, donc des risques ou des possibilités que le manager ou l'entreprise pourrait saisir pour maintenir sa survie et développer donc son activité. L'analyse Pestel donc repose sur des paramètres ou des dimensions. Donc Pestel est la synthèse des initiales suivantes. Donc nous avons la dimension politique, économique, sociologique ou socioculturelle, technologique, écologique et légale. Donc là, il s'agit d'un outil, d'un modèle d'analyse stratégique qui permet d'évaluer et d'anticiper la façon dont les facteurs du macro-environnement de l'entreprise pourraient influer sur ses activités. Donc, la règle de l'art, c'est que l'environnement de l'entreprise se caractérise par VUCA, donc VUCA. VUCA, c'est l'abréviation de 4 caractéristiques majeures d'un environnement de l'entreprise. La volatilité, donc les facteurs ou les dimensions, les variables sont volatiles. Je vous donne l'exemple des prix de matières premières, par exemple. Ils sont volatiles, ils fluctuent. Donc là, c'est ce que vous avez ici. Vous avez un graphique avec une volatilité. Donc, vous l'avez étudié en statistique, rappelez-vous.
en calculant la variance ou l'écart type, donc qui mesure la volatilité de la distribution d'une variable, de l'évolution d'une variable. La même chose. Les différentes variables de l'environnement sont volatiles, sont instables, elles fluctuent à la hausse, à la baisse, etc., en fonction de plusieurs paramètres. L'environnement se caractérise aussi par l'incertitude. Et donc, les facteurs sont volatiles, les facteurs de l'environnement sont incertains, les facteurs de l'environnement sont complexes, multiformes. Il y a plusieurs dimensions à prendre. Il y a une dimension économique, mais également politique, sociale, culturelle, juridique, écologique, technologique, etc. Et donc, vous ne pouvez pas réduire la décision managériale à la seule dimension économique. Donc, pour prendre des décisions, pour élaborer une stratégie, vous devez prendre en considération les facteurs multiformes, qui sont complexes, qui sont protéiformes. Je vais l'écrire en chat pour le noter. Facteurs protéiformes. Protéiformes multidimensionnels. L'importance de prendre en considération le modèle Pestel parce qu'il va vous ouvrir les horizons de manière à ne pas limiter la décision managériale ou la stratégie à formuler à une seule dimension économique. Donc, les faits économiques, la réalité économique, elle est encastrée, elle est enracinée dans des réalités à la fois politiques, sociales, culturelles, environnementales, juridiques, etc. Et par conséquent, vous ne pouvez pas réduire la réalité de l'entreprise ou l'environnement de l'entreprise à la simple dimension économique. C'est pour cela que je reviens aux caractéristiques que je vous ai schématisées ici. La volatilité, donc, à travers le modèle Pestel, nous allons analyser l'influence des facteurs du macro-environnement sur l'activité de l'entreprise. Ces facteurs sont volatiles, incertains, complexes et ambigus. Ambigus, c'est-à-dire que parfois, on a du mal à l'identifier, à reconnaître leur dimension d'une manière précise. Donc, nous avons une ambiguïté. Nous avons des choses qui sont sombres, qu'on n'arrive pas encore à éclairer. Et c'est avec le temps qu'on peut ouvrir les horizons et mieux voir par rapport aux manifestations de certaines variables ou certains facteurs. D'où l'importance de garder à l'esprit ces 4 caractéristiques: la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté. Et donc la compréhension et l'anticipation de l'environnement macroéconomique est lui aussi déterminant pour assurer la pérennité de l'entreprise. Pour y parvenir, l'utilisation de l'analyse Pestel est donc préconisée, fortement. Donc, il s'agit de surveiller l'environnement, le macro-environnement, de manière à identifier les éventuels risques ou les éventuelles opportunités qui pourraient rencontrer l'entreprise et son marché. Et donc, le modèle offre une vision globale de l'environnement de l'entreprise et de ses composantes. Mais également, c'est un outil de prospective, puisqu'il permet d'anticiper aussi de la survenance de certains événements. Donc, c'est un outil de prospective parce qu'il vise à se préparer à l'avenir en élaborant des scénarios possibles sur la base des données disponibles actuellement. Donc là, à travers le modèle Pestel, le manager, l'entreprise va essayer de se projeter dans un horizon temporel de manière à identifier quelles sont les possibilités envisageables à travers des scénarios ou des scénarios qu'on va donc élaborer par rapport à chaque domaine d'activité stratégique et en tenant compte des différents facteurs macroéconomiques ou macro-environnementaux qui permettent donc d'influencer l'activité. Voici donc les 6 dimensions principales du sous-modèle. Donc, il y a la dimension politique. Donc, on revient à des variables purement politiques.
Il y a des variables économiques, macroéconomiques, et des variables sociologiques. Donc, il y a du social, de la démographie, de la culture, donc socioculturelle, sociologique. Il y a une dimension technologique, une dimension écologique, donc ici l'accès aux technologies, l'environnement, l'écologie et l'environnement juridique institutionnel. Donc là, nous sommes dans des textes, dans des lois. Ces différentes dimensions du macro-environnement traduisent des facteurs, des variables qui influencent l'activité de l'entreprise et son comportement organisationnel. Et par conséquent, pour élaborer la stratégie, vous devez revenir sur ces différentes dimensions qui sont indispensables pour avoir une vision globale de l'environnement ou du macro-environnement de l'entreprise et par la suite se projeter dans un horizon temporel pour pouvoir anticiper les tendances envisageables sur un environnement. Qu'est-ce qu'on va étudier? Voilà quelques exemples de manière à vous initier au modèle PESTEL. Donc, de point de vue politique, on va étudier les lois, les règlements, la participation du gouvernement dans l'industrie, par exemple, les avantages, les incitations que le gouvernement peut accorder à un secteur d'activité en mettant en place des investissements en infrastructure, l'accès à la matière première, la disponibilité de la main-d'œuvre, etc. Donc, participation du gouvernement dans la libre entreprise, donc la promotion de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises, les régimes politiques qui sont déjà mis en place et les différents choix politiques de point de vue économique, de point de vue juridique, social, etc. La stabilité des régimes, là encore, du point de vue politique, quand on a l'instabilité, les guerres civiques par exemple, ça impacte systématiquement la pérennité de l'entreprise. Et les différents accords internationaux, de point de vue politique, etc., de coopération, et qui peut aussi influencer l'activité. De point de vue économique, voici quelques variables qu'on peut analyser. La croissance du pays, la croissance mondiale, pour comparer un peu le rythme de l'évolution de l'économie nationale par rapport à l'économie internationale, les conditions générales du marché, l'inflation, la récession, etc. À la source, par exemple, de la formation des taux d'intérêt, ça influence l'octroi des crédits, l'accès au financement, etc., la politique fiscale, les impôts, les taxes, les incitations fiscales, les contrôles gouvernementaux que l'entreprise peut subir, l'approvisionnement énergétique, l'accès aux énergies, l'accès aux matières premières, la nature de l'industrie de point de vue économique, donc la structure du marché, est-ce que nous sommes dans des situations oligopolistiques, monopoles, l'historique du secteur, les statistiques, etc. Type d'industrie, est-ce que nous sommes dans des PME, est-ce qu'on a des entreprises dominantes, des leaders sur le marché qui accaparent la part de marché par rapport aux autres entreprises, les conditions de marché, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée, des barrières à la sortie, lesquelles, comment on va les surmonter, etc. Et l'état de la concurrence directe et indirecte, est-ce qu'il y a des entreprises présentes sur le marché et qui offrent le même bien ou le même service, et est-ce qu'on a des produits de substitution ou d'alternatives qui peuvent procurer la même satisfaction? Donc là, nous sommes dans une orientation de concurrence indirecte. De point de vue sociologique, social, culturel, démographique, donc on va voir les tendances démographiques, l'évolution de la population en termes de structure d'âge, de sexe, de classe sociale, etc. Les tensions entre les forces, minorité contre majorité, dans une société donnée, et les différentes cultures, donc les coutumes, les traditions, les normes sociales, codes éthiques, valeurs, aspirations, croyances religieuses, les groupes de pression, les aspirations nationales, les croyances et l'histoire du pays, de la nation, de la région, etc. Bref, toute la dimension culturelle à prendre en considération parce qu'il est à la source des attitudes et des comportements des individus, que ce soit les consommateurs, les acteurs même, et les collaborateurs par rapport à l'entreprise. Et éventuellement, les groupes d'influence, les groupes de pression, les groupes d'influence, comme les associations d'influence, les ONG, la société civile, notamment par exemple les associations
de protection des consommateurs qui exercent ce qu'on appelle le consumérisme. Donc, c'est l'action, ce que les consommateurs défendent leurs intérêts et protègent donc leurs droits. La dimension donc technologique, le degré de technologie actuel, donc l'accès à la les méthodes de production actuelles qui sont donc appliquées, la disponibilité des brevets, des licences, des autorisations préalables à l'accès à la technologie, et enfin, l'importance et le poids de la recherche et développement dans un secteur ou par rapport aux concurrents, etc. Dernière dimension, donc, c'est l'écologie. Donc, l'écologie, c'est l'environnement, donc l'environnement naturel, la nature, les ressources naturelles, l'eau, l'air, le sol, l'infrastructure de transport, les sources d'approvisionnement, etc. Et même les conséquences écologiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les externalités de l'activité de l'entreprise par rapport à son environnement. Il y a des externalités positives que l'entreprise va consolider et il y a des externalités négatives que l'entreprise doit corriger de manière à protéger la biodiversité, de ne pas contribuer à la dégradation de l'environnement, à la pollution de l'air, de l'eau, du sol, etc. Et donc là, il y a toute l'empreinte écologique et environnementale qu'il faut analyser pour tenir compte de la responsabilité environnementale de l'entreprise par rapport à son écosystème. Donc voilà, en récapitulant, les 6 dimensions principales de l'analyse Pestel et qui permettent d'identifier les facteurs issus du macro-environnement et qui influencent la décision et l'activité de l'entreprise. Donc, je reviendrai sur vos commentaires au cas où vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à m'écrire sur les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas de commentaires. Donc, on continue. Concrètement, comment ce modèle va être mis en œuvre par les managers? Donc, le modèle Pestel va nous permettre de construire des scénarios plausibles d'évolution de l'industrie ou de l'entreprise, donc de votre industrie, de votre secteur. Ce processus d'élaboration s'effectue en 5 étapes. Premièrement, il faut lister un maximum de facteurs. Matrice à 6 dimensions, politique, économique, socioculturelle ou sociologique, technologique, écologique et légale, juridique. Donc, à partir de là, pour chaque dimension, donc les 6 dimensions de la matrice, du modèle, on va lister un maximum de facteurs qui peuvent influencer l'activité. Par la suite, deuxième étape, on va sélectionner les variables pivots. Quelles sont les variables? C'est-à-dire les variables les plus saillantes, les plus importantes, les plus déterminantes, les plus influentes par rapport à l'activité, de manière à faire une priorisation, un classement. On va dire quelles sont les variables les plus décisives ou les plus influentes par rapport à des variables qui sont mineures, qui sont accessoires. Et là, on va déterminer quelles sont les variables majeures pour chaque dimension, politique, économique, socioculturelle, légale, technologique, écologique, etc. Troisième étape consiste à analyser les modalités d'évolution. Les modalités d'évolution des variables pivots, c'est-à-dire, rappelez-vous, on vous a dit que les facteurs sont volatiles, incertains, ambigus et complexes. Et donc là, il faut aussi anticiper les éventuelles évolutions possibles. Quelles sont les évolutions possibles? Est-ce que, par exemple, si vous avez un risque, est-ce qu'il sera atténué dans 2 ans, dans 6 mois, etc. Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce qu'il va durer pour 3 mois, 4 mois, etc. Donc là, il faut réfléchir sur les modalités d'évolution et le sens aussi d'évolution. Est-ce que ça va être aggravé? Est-ce que ça va être atténué suite au facteur temps? Quatrième étape, c'est la combinaison des variables pivotes selon certaines modalités. Donc là, vous allez essayer de regrouper les différentes variables dans chaque dimension, les regrouper selon certaines modalités, soit par rapport au secteur, soit par rapport à leur nature, etc.
Et enfin, vous allez construire les scénarios possibles pour chaque dimension. Donc, vous avez sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socioculturel, sur le plan légal, technologique, écologique, vous allez dire, voici les scénarios qui sont possibles, qui sont plausibles par rapport au macro-environnement. Et à partir de là, vous allez hiérarchiser, classer et évaluer ces scénarios pour dire quels sont les scénarios les plus importants, les plus probables par rapport aux scénarios qui sont les moins probables. Donc là, on va introduire ce qu'on appelle les calculs stochastiques. Vous allez le voir peut-être en économétrie ou aux statistiques par la suite. Et donc, vous allez introduire la probabilité pour dire quelle est la probabilité à ce que le scénario soit vrai. Et donc, vous allez faire un calcul probabiliste pour dire quels sont les scénarios qui sont fortement probables ou des scénarios qui ne sont pas tellement probables, de manière à identifier quels sont les scénarios les plus importants par rapport aux scénarios qui ne le sont pas. Voilà, donc, si je souhaite schématiser le modèle par rapport aux méthodes de scénarisation, donc dans un premier temps, il faut identifier le périmètre de l'analyse. Donc l'entreprise, les domaines d'activité de l'entreprise ou bien un seul domaine, une partie de la chaîne de valeur, la chaîne d'approvisionnement, etc. Bref, il faut identifier quel est le périmètre, quel est le champ d'analyse. À partir de là, vous allez faire appel au modèle Pestel en élaborant donc la matrice à 6 dimensions, politique, économique, socioculturelle, sociologique, technologique, écologique et légale. Dans chaque dimension, vous allez lister les facteurs les plus possibles et vous allez donc identifier les variables pivots pour chaque dimension. Donc, quelles sont donc les principales variables les plus saillantes? Par la suite, vous allez construire des scénarios narratifs, donc vous allez rédiger des possibilités de manière descriptive avec un texte. Et par la suite, vous allez introduire des modalités, des critères, des paramètres qui permettent d'identifier l'impact de ces scénarios en tenant compte d'un critère. Le chiffre d'affaires, par exemple, l'impact de chaque scénario sur le chiffre d'affaires, sur le résultat de l'exercice, sur la valeur ajoutée, etc. Donc là, vous allez identifier les éventuels impacts des scénarios sur l'activité de l'entreprise en tenant compte d'un indicateur de création de valeur. Comme je vous ai dit, chiffre d'affaires, EBE, résultat de l'exercice, valeur ajoutée, les fonds propres, bref, un critère que l'entreprise ou le manager juge important par rapport à l'étude d'impact des scénarios formulés. Et par la suite, il va donc, à travers cette identification des impacts, on va identifier quels sont les scénarios les plus importants et qui aggravent l'impact sur l'activité par rapport à des scénarios qui ne sont pas tellement, je dirais, influents et qu'ils n'arrivent pas quand même à impacter l'activité de l'entreprise avec, comme je vous ai dit, une probabilité de leur survenance. Donc la fréquence et la gravité, en tenant compte donc d'un calcul probabiliste pour dire quels sont les scénarios les plus probables par rapport à des scénarios les moins probables. Et par la suite, vous allez donc, sur cette base, mettre en place un plan d'action qui tient compte de cette formulation. Et à partir de là, vous allez spécifier les variables du macro-environnement qui influencent l'activité et par conséquent, vous allez pouvoir choisir quelles sont les orientations et les options stratégiques à mettre en œuvre. Donc, avant de passer au micro-environnement, je vais revenir sur les commentaires. Donc, pour vous écouter. Donc, avez-vous des questions? Nous allons commencer le deuxième chapitre relatif au modèle d'analyse stratégique. Il y a généralement deux grandes catégories d'analyse, de modèles d'analyse.
et ce qu'on appelle les modèles d'analyse stratégique de portefeuille et l'analyse concurrentielle. Les modèles d'analyse concurrentielle qui sont inspirés de l'économie industrielle. Donc là, aujourd'hui, on a commencé par ces modèles et par la suite, on passera à la deuxième catégorie des modèles d'analyse stratégique. Donc là, je vous ai expliqué le modèle LCAG qui repose sur les différentes étapes du diagnostic stratégique, de la confrontation des résultats, en tenant compte des valeurs de l'environnement et des dirigeants, vous allez pouvoir formuler une stratégie. Le deuxième modèle, c'est le modèle PESTEL, qui donne donc une vision globale sur le macro-environnement de l'entreprise et les facteurs susceptibles d'influencer l'activité de l'entreprise. À partir de là, nous avons vu les différentes dimensions politiques, économiques, socioculturelles, légales, écologiques et technologiques. Et là, on a vu donc dans chaque dimension quelles sont les variables envisageables et par la suite le processus de la mise en place du modèle PESTEL. Donc, ce que vous devez retenir, c'est cette méthode en 5 grandes étapes qui est très importante par rapport à la mise en œuvre du modèle. Donc, vous devez tracer une matrice à 6 dimensions, lister le maximum des facteurs, sélectionner les variables pivots, analyser les modalités d'évolution de ces variables, combiner les éventuelles variables selon certaines modalités, donc faire un regroupement, tout simplement une catégorisation des variables, et par la suite, vous allez construire les différents scénarios en essayant d'évaluer leur impact et la gravité, leur fréquence à travers la probabilité de leur survenance. Et à partir de là, vous allez mettre en place un plan d'action. Deuxième ou troisième modèle qu'on va analyser, c'est le modèle de Michael Porter qui est spécifique au micro-environnement. Donc là, on parle d'analyse du micro-environnement. C'est l'environnement le plus proche, spécifique par rapport à la réalité de l'entreprise. Donc après avoir analysé les tendances macro-environnementales, le manager doit analyser les dimensions du micro-environnement de son entreprise, c'est-à-dire l'industrie, le secteur dans lequel l'entreprise est active. Et à partir de là, on va voir quels sont les outils qu'on peut, bien entendu, utiliser, donc les modèles d'analyse stratégique par rapport au micro-environnement. Donc, commençons par l'analyse de l'offre et de la demande. Donc, le premier modèle, il consiste à analyser l'offre, le marché. Donc, quand on parle de marché, c'est l'offre et la demande par activité stratégique de l'entreprise, ce que vous avez appelé le domaine d'activité stratégique. Donc, on va analyser d'abord la croissance du marché à travers certains paramètres, par exemple le degré de stabilité des produits et des services. Donc ici, ça revient aux caractéristiques intrinsèques aux produits et aux éventuelles innovations qu'il faut envisager et par rapport à leur rythme. Degré de maturité des produits et des services, rappelez-vous cycle de vie d'un produit, lancement, la phase de croissance, maturité et déclin. Rappelez-vous, donc selon le degré de maturité des produits, vous allez pouvoir vous positionner. La taille et la croissance du segment, des différents segments, les cibles, la nature et les caractéristiques de la demande, donc quelles sont donc les cibles visées, comment on peut les caractériser de point de vue démographique, socioculturel et même financier par rapport aux revenus et pouvoir d'achat. L'influence de la réglementation, l'influence des désirs des clients, les besoins, les attentes des clients, l'influence de la technologie, l'accès aux moyens technologiques et qui peuvent modifier certaines caractéristiques, l'influence des produits de substitution, donc quand il y a des alternatives qui peuvent impacter l'offre, bien entendu, sur le marché, la stabilité au prix, donc la formation des prix sur le marché, leur évolution, et même la sensibilité au prix. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent
impacter la sensibilité des prix de produits, comme par exemple l'approvisionnement, l'évolution des prix de matières premières, l'évolution aussi du coût de la main-d'œuvre, etc. L'infrastructure, les coûts de distribution, bref, il y a plusieurs facteurs qui peuvent impacter la formation des prix sur le marché. Donc là, on va étudier la sensibilité des prix. Comment la modification de chaque paramètre composant le prix de vente peut impacter bien sûr sa valeur. Capacité de payer des clients, donc c'est ce qu'on appelle la solvabilité des clients pour éviter un peu les risques de recouvrement. Lorsque vous aurez des créances, vous aurez du mal à les récupérer quand il y a des mauvais payeurs et où vous avez des clients à faible pouvoir d'achat ou tout simplement qui sont surendettés, etc. Donc là, il faut prendre en considération la solvabilité des clients et leur capacité à honorer leur engagement sur le plan financier. Et la problématique de la fidélité de l'acheteur. Donc, est-ce qu'on arrive à retenir les acheteurs? Est-ce qu'on arrive à les fidéliser, etc. Au niveau de la demande, donc, on va analyser les paramètres suivants. L'évolution de la demande à travers la stabilité des produits, par exemple, saisonnalité, phase dans les cycles de vie, l'influence de la démographie, l'évolution de la population, l'évolution des attentes des acheteurs, changement dans les styles de vie, les modes de vie. C'est pour cela que toujours l'environnement socioculturel est fondamental parce qu'il permet de prédire en quelque sorte les différentes évolutions de modes de vie et des attitudes à la consommation. L'apparition des nouveaux substituts, des produits de substitution, l'impact de la technologie, etc. Deuxième composante, c'est la taille et la croissance des segments de marché. La taille du marché, c'est le chiffre d'affaires global réalisé sur le marché et par la suite la répartition de chiffre d'affaires par rapport aux entreprises présentes. La croissance passée envisagée, donc l'historique de l'évolution de la demande, de l'évolution des chiffres d'affaires réalisés sur le marché par rapport à ce qui est envisagé, etc. Nature et caractéristiques de la demande, les besoins, les usages, les motivations d'achat, la sensibilité par rapport au prix, capacité financière des acheteurs, fidélité de la clientèle, la fréquence d'achat, les caractéristiques des canaux de distribution, ce qui sont concentrés, etc. Donc là, bref, c'est une matrice, c'est une grille qui permet au manager d'avoir une idée sur le potentiel de la demande et ses caractéristiques sur un marché, qui est vraiment indispensable par rapport à l'analyse stratégique. Par rapport à l'offre, on va voir les capacités de l'industrie du secteur, la structure des coûts. Dans les capacités de l'industrie par rapport au secteur, on tient compte par exemple des taux d'expansion, le coût d'expansion, sous-capacitaire, surcapacitaire, etc. Donc, quand on a une possibilité de développer l'offre, de réaliser une croissance, donc là, cela suppose qu'il y a des expansions en matière d'investissement. Et donc là, il faut analyser la capacité du secteur, de l'entreprise à réaliser cette expansion, que ce soit en termes de temps, en termes de coûts, et est-ce que l'entreprise elle est en surcapacité ou sous-capacité, c'est-à-dire est-ce qu'elle surexploite ses potentiels, ses capacités, ou bien elle sous-exploite, bien entendu, ses potentialités. Deuxième composante de l'offre, c'est la structure des coûts qui influence les prix. Rappelez-vous, la formation des prix est tributaire des coûts. Le coût de la main-d'œuvre, production, supervision, soutien, personnel de bureau, les charges fixes, les charges variables, etc. L'existence d'éventuelles économies d'échelle que vous pouvez tirer sur l'achat de matières premières, par exemple, et l'existence d'éventuelles courbes d'expérience. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à capitaliser sur vos expériences pour pouvoir progresser, améliorer les relations contractuelles avec les prestataires, les fournisseurs, de manière à améliorer votre offre en termes d'innovation, en termes d'amélioration des conditions de l'offre en tenant compte des attentes des consommateurs. Et par la suite, vous revenez sur les caractéristiques du marché, du secteur. L'existence des barrières à l'entrée, des barrières à la sortie, le degré de concentration sur un marché, donc l'intensité concurrentielle, la densité de la main-d'œuvre,
l'existence d'un réseau de distribution pour rendre le produit accessible de point de vue régional, provincial, national, même local, degré de la technologie utilisée, l'accès à la technologie, la maturité et l'intensité de la concurrence, la force compétitive de l'entreprise par rapport à ses concurrents, etc. Et à partir de là, donc, vous allez évaluer ces paramètres en mettant en place une grille. Échelle de mesure, 1 jusqu'à 5. 1, c'est le plus faible, 3, c'est la moyenne, et 5, la plus élevée. Et vous allez lister les critères de l'offre, de la demande. Et vous allez faire une notation, vous-même. Une notation, ça c'est juste un exemple. Une notation pour chaque variable, de manière à tracer le schéma qui va identifier le potentiel ou les caractéristiques de l'offre et de la demande sur un marché de l'entreprise par rapport à ses activités stratégiques. Voilà quelques exemples: taille croissante de segments, nature, caractéristique de la demande, influence de la réglementation, etc. Donc, pour chaque dimension, vous allez donc faire une notation selon une échelle de mesure et vous allez vous-même, le manager, à travers les données secondaires, les données qui sont disponibles sur le marché, les données sont accessibles, et vous allez donc procéder à une notation de ces caractéristiques de manière à identifier quelles sont les caractéristiques de l'offre et de la demande sur le marché. Voilà, en capitalisant par rapport à l'offre, voici donc les principales dimensions à étudier. Généralement, les capacités du secteur de l'industrie, s'investir davantage pour améliorer l'expansion, le développement, la croissance, accompagner donc l'évolution de l'activité en termes de temps, en termes des coûts, en termes de possibilités, la structure des coûts qui influence donc la formation des prix, les caractéristiques du secteur de manière générale, la distribution, elle est fondamentale, donc la proximité, l'accessibilité des produits par rapport aux consommateurs, la problématique du financement. Est-ce que vous avez facilement l'accès au financement, nature cyclique ou non? Le BFR, financer le BFR, le besoin en fonds de roulement, qui représente le décalage dans le temps et qui engage des capitaux, donc à court terme, à moyen terme et à long terme. Il y a des besoins de financement, vous allez le voir en gestion financière à travers l'arbitrage des choix d'investissement et des choix de financement. Et donc là encore, même de point de vue stratégique, avant même de se positionner sur un domaine d'activité ou dans un marché, il faut aussi analyser les possibilités d'accès au financement en essayant un peu de diversifier les différents débouchés sur le plan d'accès au financement. Crédit bancaire, marché financier. L'accès à la technologie d'investissement en recherche-développement qui permet au secteur, à l'entreprise, d'avoir facilement accès aux progressions, aux évolutions technologiques et qui améliore donc sa force compétitive par rapport aux concurrents et en tenant compte, bien entendu, de l'évolution de l'entreprise. Donc voilà, avant de passer au modèle suivant, je reviendrai aux commentaires. Donc voilà, donc je pense que généralement, je vous ai présenté donc le modèle LCAG, le modèle PESTEL et le modèle de l'environnement, micro-environnement, en commençant par analyser l'offre et la demande. Donc voilà donc grosso modo le contenu de cette séance. Si vous n'avez pas de questions, je vais donc arrêter le live sur ce point. Et on se donne rendez-vous donc le mercredi à 10h15. Donc je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.